Nous allons aujourd'hui parler des transports de voyageurs dans notre pays qui seraient à bout de souffle et qu'il convient de réformer. C'est ce que propose un récent rapport publié par l'Institut Montaigne. Il préconise entre autres de remettre l'accent sur les dépenses de maintenance d'un réseau qui aurait tendance à se dégrader et d'augmenter la contribution tarifaire des usagers au coût réel des transports. Pour en discuter, j'ai invité celui qui a présidé à l'élaboration de ce rapport, c'est François Goulard, président du Conseil général du Morbihan et ancien secrétaire d'État au transport en 2004-2005. Bonjour François Goulard. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors est-ce qu'il y avait urgence à faire ce rapport sur l'état des transports, rails, routes de voyageurs dans notre pays? Vous écrivez dans le rapport que notre système se dégrade. C'est incontestable. Oui. La première remarque, c'est qu'on a un système de transport qui coûte très cher, Oui. qui n'est pas mauvais comparé à d'autres, mais qui risque de se dégrader extrêmement rapidement dans les prochaines années. Alors, une première remarque, on peut penser que les transports, c'est un truc rationnel. Bon, c'est de l'économie, de la technique, ce sont souvent des ingénieurs qui s'en occupent. Or, le système de transport en France n'est pas rationnel. On a par exemple une répartition institutionnelle qui est modale. Je veux dire par là qu'on a décrété un beau jour que, par exemple, les régions s'occupaient du ferroviaire. Et donc les transports régionaux sont, par construction, par institution, d'après la loi, ferroviaires. Pourquoi sont-ils tous ferroviaires? Ça n'a aucun sens. Il y a un certain nombre de liaisons à l'échelle régionale qui seraient faites de manière beaucoup plus avantageuse par car. Bon, c'est une illustration du fait qu'on a un système qui est irrationnel, qui coûte très cher. Je reprends l'exemple des régions. Pour transporter chaque jour à peu près le nombre de voyageurs d'une ligne de RER, 800 000, 900 000 voyageurs par jour, les régions françaises dépensent 4 milliards par an, ce qui est absolument considérable. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire pour remettre de l'ordre, pour essayer de dépenser moins, et pour répondre aussi à des besoins qui sont très mal satisfaits. Là, je pense à la grande région Île-de-France, où les transports sont extraordinairement denses dans le cœur de la capitale, et totalement déficients quand on s'éloigne de Paris. Bon, on va y revenir ça avec évidemment, vous avez vu l'inauguration d'une nouvelle ligne à Aubervilliers avec le tramway T3 prolongé et puis les interrogations sur effectivement plus loin dans la périphérie, les interrogations sur donc le coût et le financement du Grand Paris. On va revenir sur tous ces sujets-là, mais cette dégradation, c'est ça qui m'a frappé, et je me suis dit, on va inviter François Goulard pour qu'il nous en parle. Cette dégradation est déjà en cours aujourd'hui et quelque part va à l'encontre du discours sur l'avantage que procureraient les infrastructures en termes de compétitivité par rapport à Oui, vous avez raison. On met toujours en avant les prouesses technologiques, la qualité de nos transports. C'est partiellement vrai. Aucun pays au monde n'a, par rapport à notre superficie, autant de lignes à grande vitesse. Bon, c'est clair. En même temps, cette fascination pour les grands projets qu'on a en France s'accompagne d'une insuffisance en matière de maintenance. Alors sur le ferroviaire, on en a pris conscience il y a quelques années. On a un peu redressé le tir, c'est-à-dire qu'on met un peu plus d'argent pour la maintenance. Mais alors, la Cour des comptes s'en est aperçue il n'y a pas longtemps, chose assez extraordinaire, on a fait de la maintenance principalement sur les liaisons où il n'y a pas de trafic. Alors la raison, elle est très simple, l'explication, c'est que c'est beaucoup plus facile à faire. Quand il n'y a pas de train. Quand il n'y a pas de train, on peut entretenir, et on a très mal entretenu les liaisons les plus fréquentées. Alors 20% du ferroviaire, effectivement, dans notre pays, ne serait plus à niveau. Même chose pour les routes. Alors ça, on n'en parle jamais. Les dépenses des départements ont perdu plus d'1 milliard. Oui, ça, on n'en parle absolument pas. Or, il faut savoir que c'est dans le discours politique, dans le discours public, le ferroviaire, les transports en commun, ça a la première place de très loin. Or, la plupart des déplacements se font par la route. Les Français, pour aller à leur travail le matin, prennent généralement leur voiture et une route départementale. Il n'y a pratiquement plus de route nationale, ils prennent une route départementale. Les départements qui sont exsangues sur le plan financier ne mettent plus d'argent pour entretenir et a fortiori pour développer leur réseau routier. Alors qu'est-ce que vous préconisez dans 5 ans ou dans 10 ans, nous aurons un réseau routier français qui aujourd'hui est plutôt bon, qui sera extrêmement dégradé, et ça posera des problèmes majeurs pour le déplacement des Français. Et ça, c'est un sujet c'est un non-sujet dans le débat public français. On n'en parle absolument pas. Or, c'est un sujet qui est d'importance. Bon, on en parle encore de temps en temps quand même en hiver, quand il faut déclencher un plan en neige qui n'est pas facile ou qui n'est pas toujours prévu comme il devrait l'être. Alors, qu'est-ce que vous préconisez dans votre rapport concernant donc ces dépenses de maintenance qu'il faut remettre au premier plan, si je vous suis bien, et en quelque sorte
au détriment des dépenses d'investissement qui étaient peut-être trop nombreuses. Vous voulez dire qu'il faut mettre le paquet sur les dépenses de maintenance, c'est ça? Je crois que tout le monde en est d'accord. Le schéma national des infrastructures de transport qui a été défini il y a quelques années est totalement irréaliste. Irréaliste. D'un facteur de 1 à 5 entre nos capacités de financement et le total du coût Donc des il ne faut projets. pas faire la ligne de TGV Donc, du Sud, par évidemment, exemple. il faut pas, la ligne PACA tombera à mon avis d'elle-même. Parce qu'il y aura des contentieux, parce que dans le Midi, on veut qu'une ligne à grande vitesse s'arrête dans toutes les villes, ce qui est totalement contradictoire. Bref, les coûts et l'utilité socio-économique ne sont pas en rapport, et donc la ligne PACA ne se fera pas. De la même manière que malgré les rencontres régulières entre dirigeants français et dirigeants italiens, qui à chaque fois réaffirment le Lyon-Turin, vous n'y croyez pas? Je pense qu'on ne fera pas le Lyon-Turin, c'est beaucoup trop cher pour une utilité qui est extrêmement faible. Le canal, le Seine-Nord, ne se fera pas. Les voies navigables de France expliquent que dans 50 ans, il y aura des bénéfices intéressants à la création d'un canal comme celui-là. 50 ans, c'est un horizon économique, convenez-en, qui est un tout petit peu lointain. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un danger quand même qu'on de nouveau, on remette trop l'accent sur les dépenses de maintenance au détriment des dépenses d'investissement qui aujourd'hui ne sont peut-être pas évidentes, François Goulard, mais qui dans 10, 20, 30 ans seront absolument nécessaires? Non, écoutez, une remarque de bon sens. L'Europe est un continent qui est très bien doté en infrastructures de transport, comparé aux autres. Bon. Or, c'est un continent qui aujourd'hui est sous-performant sur le plan économique. Alors, c'est vrai qu'il y a une liaison entre les moyens de transport et la croissance économique. Mais le problème de l'Europe, aujourd'hui, n'est pas dans les infrastructures de transport, qui sont présentes, qui sont nombreuses, qui sont plutôt performantes. Il faut maintenir cette performance, corriger un certain nombre d'anomalies qui sont réelles, mais ne pas porter des projets qui sont surdimensionnés par rapport à nos capacités de financement actuelles. C'est totalement iconoclaste, ce que vous nous dites là pour un homme politique. Le gros intérêt, alors là, c'est pas forcément l'homme politique, si, parce qu'il m'est arrivé quelquefois de dire des choses iconoclastes, mais l'avantage de l'Institut Montaigne, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas des politiques, je faisais exception dans ce groupe de travail, et donc on peut dire des choses qui ne sont pas forcément agréables et qui généralement ne sont pas portées par le discours politique. Mais la réalité, elle est là. On a besoin d'entretenir, on a besoin de faire des investissements de capacité. Je m'explique. Plutôt que de faire des lignes nouvelles, on peut, grâce à la technologie aujourd'hui, grâce à l'électronique, faire en sorte que des trains plus nombreux passent sur les mêmes lignes. Eh bien, ça, ce sont des investissements qui sont moins coûteux et qui sont infiniment plus efficaces, tant les projets nouveaux se heurtent à toutes les difficultés que l'on connaît, les délais sont déments et les coûts ne le sont pas moins. Alors donc, si je résume bien, vous proposez à l'Institut Montaigne de sanctuariser, en quelque sorte, qu'on puisse budgéter des dépenses gravées dans le marbre de maintenance. Oui, alors, ça me permet d'ailleurs de défendre un modèle qui est très contesté à l'heure actuelle, pour diverses raisons, c'est le PPP, le partenariat. Je voulais y revenir un peu plus tard dans l'émission. Mais je me permets de le dire parce qu'un des gros avantages de ce type de contrat, c'est que la maintenance est par construction prévu dès l'origine. Et ça devrait être la règle. Alors, ce n'est pas une utopie. Dans la comptabilité publique, on peut prévoir des dépenses de maintenance sur la période de vie d'un investissement. Ce n'est pas quelque chose d'illusoire et c'est absolument nécessaire. Alors, François Goulard, pour revenir à l'Île-de-France, vous le disiez effectivement, vous l'évoquez dans votre rapport, comment décongestionner évidemment la région Île-de-France. Alors, comment réagissez-vous aux propos de Jean-Paul Huchon, le président du Conseil régional d'Île-de-France, qui disait qu'on pourra dire, en inaugurant donc cette nouvelle ligne de métro à Aubervilliers, la station Front Populaire, et après le tramway T3, il paraît que ça a été une très longue concertation pendant 5 ans, ils ont mis 5 ans pour trouver le nom Front Populaire, qui sonne pas si mal que ça finalement, à Aubervilliers. Alors il n'empêche, il dit, on pourra dire, comme ça a été le cas dans le passé, qu'on aura le réseau de transport le plus performant au monde pour une métropole aussi importante. Alors ça vaut le coup d'investir quand même. Oui, alors, sauf que ça n'est pas vrai. Ouais. À Paris, je le disais, extraordinaire réseau de transport, le plus dense, je crois, au monde. En petite couronne, de très grandes inégalités. Il y a des banlieues proches qui sont très bien desservies, mais il y a aussi des lacunes invraisemblables. Clichy-Montfermeil, deux communes qui se distinguent par leur pauvreté. C'est le modèle absolu de la commune délaissée. Oui, bien sûr. Et on se souvient des émeutes en 2005. On se souvient de tout cela. Bon, et les choses ont très peu changé depuis. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus ? Des communes comme celle-là ne sont pas reliées à la capitale. Elles sont à quelques kilomètres, elles ne sont pas reliées. Alors, un scandale absolu. Le plateau de Saclay,
concentration d'intelligence, de capacité de recherche en France. Il n'y a strictement aucun moyen de transport en commun. Enfin, ça serait prévu avec le Grand 8, avec le, bien sûr, avec mais le Grand Paris. Ça fait 20 ans que le constat est fait qu'un centre majeur d'enseignement supérieur, de recherche en France, n'est pas relié à la capitale. Qu'est-ce que vous préconisez pour Paris? Est-ce que vous demandez une nouvelle gouvernance? Jean-Paul Huchon a l'air très satisfait du fonctionnement aujourd'hui du STIF. Alors, le sujet est compliqué, c'est vrai qu'on vient de très loin. Les régions, c'est la décentralisation qui a fait que régions, départements ont leurs compétences. J'en disais un mot tout à l'heure. Les départements ont des cars, les régions ont des trains. C'est un peu idiot, passons, mais c'est relativement simple. L'Île-de-France a toujours été compliqué parce qu'on a des acteurs institutionnels qui n'étaient pas les collectivités locales, RATP, SNCF, et qui avaient leur part de marché figée. Et on a évolué doucement avec l'évolution du STIF, du syndicat des transports d'Île-de-France, vers un pouvoir régional. Mais la région Île-de-France est bizarroïde. Il n'y a pas d'intercommunalité, par exemple. Paris est une espèce d'isolat égoïste, riche, par rapport à des communes beaucoup plus pauvres tout autour. Et donc, dans cet ensemble-là, c'est pas simple de définir qui a la politique des transports. À mon avis, ça ne peut être que la région, et donc le système actuel est meilleur que le système antérieur. Mais il y a encore des progrès à faire dans la conception du réseau pour faire en sorte que les besoins les plus évidents soient satisfaits. Alors, on est encore dans la logique des grands projets. C'est l'État qui dit on va faire le Grand Paris avec toute une ceinture de transports en commun très performant. Mais ça n'a pas été forcément pensé en prenant en compte les besoins quotidiens des habitants de l'Île-de-France. Et je le répète, il y a des manques flagrants et il y aura encore des manques flagrants si on fait le Grand Paris. Ouais. Alors, François Goulard, autre point, vous voulez optimiser les dépenses de fonctionnement. Je vous cite, les collectivités, vous venez de le dire, en quelque sorte, dépensent beaucoup pour les transports et souvent mal. Vous appelez donc à une redéfinition, là aussi vous en avez parlé, donc des compétences entre les structures. Et surtout, vous voulez introduire plus de concurrence aujourd'hui dans les dépenses de fonctionnement, et notamment à travers les lignes de chemin de fer en région. Oui, alors la concurrence, elle va s'imposer. 2017, obligation, par exemple, au niveau régional, d'être mis en concurrence. Alors, il faut préparer ce mouvement-là. Jusqu'à présent, on a freiné des quatre fers, on a fait en sorte que la concurrence soit marginale en France, et dans ces cas-là, on n'obtient pas de résultats positifs. En revanche, en regardant ce qui se passe dans d'autres pays, à l'échelle d'une région, par exemple, dans certains pays, dans l'équivalent de nos régions, on dit aux opérateurs de transport nous avons l'intention de mettre par an tant de centaines de millions ou tant de dizaines de millions pour les transports en commun. Quelle est votre proposition? Quel est le réseau de transport que vous nous proposez? Et dans ce cas-là, les opérateurs font des efforts d'imagination pour essayer de concevoir le réseau de transport alliant les différents modes, le train, les cars, les taxis collectifs, que sais-je, avec des évolutions dans le temps, avec des évolutions suivant les mois, suivant les jours de la semaine. Mais vous croyez qu'il y aurait des opérateurs qui se battraient pour opérer en région quand on sait le déficit des transports régionaux? Non, mais avec une contribution publique. Évidemment, il n'y a aucun transport régional qui peut fonctionner sans subvention. Mais là où on a zéro imagination, où on a un système qui confine à l'absurde. On a des lignes de chemin de fer, et le chemin de fer est le mode de transport de loin le plus coûteux, où il n'y a pas assez de passagers pour remplir un car. Et ça, c'est absurde. Et les besoins sont mal satisfaits. Pourquoi? Parce que, au lieu de dire quelle est la proposition de l'opérateur, et l'opérateur dont c'est le métier essaye de parfaire un système de transport régional, eh bien, on a figé les choses. Il y a des lignes qui fonctionnent très bien. Il y en a d'autres où il y a strictement aucun service, et ça c'est tout à fait anormal. On a 50 ans de retard en la matière. On n'a pas compris qu'en mettant des entreprises en concurrence, c'était pas seulement les coûts qui étaient en cause, c'était la capacité à accoucher des meilleures solutions possibles. 50 ans de retard, si donc on vous écoute. Alors, vous écrivez également qu'il est absolument indispensable d'interrompre la baisse continue de la contribution des usagers dans la couverture des coûts des transports collectifs et qu'il faut donc augmenter la part payée par le public, par l'usager. Là aussi, c'est tout à fait à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui. Vous avez vu qu'il y a des lignes de TER où on paye 1 euro. Alors, certaines régions ont mis ça en place. 1 euro le déplacement. Ça, c'est vraiment irresponsable. Ouais. Irresponsable. Ouais. On sait que les collectivités auront du mal à sortir de l'argent public, quelle que soit d'ailleurs l'action dont il s'agit, et les transports comme les autres. Or, on constate que, les régions
mettent de plus en plus d'argent public pour financer leur transport. Les agglomérations voient la part des recettes commerciales diminuer d'année en année. On est en dessous de 30% dans la plupart des agglomérations et certaines sont à 15%. Et ça n'est pas possible pour deux raisons. La première est strictement financière. On n'y arrivera pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on n'aura pas assez d'argent et donc on réduira les services, ce qui n'est pas très bon. Et deuxièmement, en économie, il n'est pas bon d'avoir une déconnexion trop importante entre la structure de coûts et la structure de prix. Alors, qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas qu'un système de transport en agglomération, par exemple, peut se financer uniquement par les recettes commerciales. Ça n'est pas vrai. Dans aucune ville du monde, on ne peut financer les transports en commun uniquement par les recettes commerciales. Mais s'il y a une trop grande déconnexion entre le coût réel et le prix, ça ne peut pas marcher. Le fait, par exemple, d'avoir des forfaits, quelle que soit la distance parcourue, quand c'est poussé trop loin, eh bien, tout simplement, la collectivité ne va pas être portée à faire des liaisons à relativement longue distance, parce que ça coûte cher. Ouais. Si le alors rendement... ça, c'est une pierre dans le jardin aussi des cartes oranges de M. Huchon. Mais bien sûr, et surtout des écologistes, surtout des écologistes qui sont depuis assez longtemps fâchés avec l'économie, ça on le sait. Mais c'est, je dirais, l'assurance, si on laisse ce mouvement se poursuivre, l'assurance qu'on n'aura pas de transport en commun de qualité en France. Oui, mais on sait aussi qu'on ne peut pas augmenter ad vitam aeternam la contribution des passagers, parce que sinon ils pourraient se détourner des transports en public et reprendre leur voiture. Erreur profonde. Ce discours, pardon de le dire, mais d'inspiration écologiste, ne résiste pas à l'analyse. L'inégalité entre les Français, elle n'est pas entre ceux qui peuvent payer des transports en commun par définition un peu plus chers et ceux qui ne le pourraient pas. L'inégalité entre les Français, c'est ceux qui ont des transports en commun pratiques pour aller à leur travail, ou là où ils veulent aller, et ceux qui n'ont rien du tout, et qui sont obligés de prendre leur voiture. Et vous avez des gens qui ont le même niveau de revenu, pour certains, des transports en commun qui sont quasi gratuits, et donc un avantage considérable par rapport à ceux qui sont obligés de prendre leur voiture, et à qui ça coûte évidemment très cher. Bien sûr. Donc c'est vraiment un débat qui est totalement mal posé quand on dit, d'autant que le rapport de prix entre les transports en commun et la voiture, il est de 1 à 10. Et donc, on peut augmenter, on peut doubler le prix des transports pour l'usager sans qu'ils perdent de leur compétitivité par rapport à la voiture. Alors, je ne sais pas si c'est là aussi un argumentaire écolo, je ne crois pas, cher Monsieur Goulard, c'est d'augmenter le versement transport, donc, acquitté par les entreprises. Mais le MEDEF freine des cas de fer là-dessus. C'est vrai que ça coûte déjà 2% de la masse salariale. Mais chacun a compris qu'en France, on manquait d'impôts. Et on manquait d'impôts notamment assis sur la masse salariale. Le versement transport est un impôt qui est assis sur la masse salariale, qui est un impôt ridicule. Donc vous ne préconisez pas d'augmenter. D'abord, les petits impôts, la masse des petits impôts en France, c'est un des défauts de notre système fiscal. C'est un impôt qui n'a aucun sens parce que vous avez des entreprises qui sont très mal desservies par les transports en commun et qui payent comme celles qui sont juste à côté d'une station ou d'une station de métro ou que sais-je, d'une gare de TER. Donc vous ne préconisez pas une augmentation du versement transport. Franchement, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut défendre l'idée d'une augmentation d'un prélèvement sur la masse salariale en France? J'ai cru comprendre que les socialistes eux-mêmes s'étaient ralliés à l'idée qu'on avait un peu trop de charges sur les salaires dans notre pays pour assurer la compétitivité du pays. Est-ce que c'est le moment d'augmenter le versement transport? Alors, le Parlement est en train de le faire à petite dose, mais ce n'est pas une voie sérieuse. Et l'impôt pour financer les transports doit être l'impôt général. Les taxes affectées, c'est la pire des choses. L'histoire des finances publiques, c'est l'histoire de l'unification des recettes d'un côté, des dépenses de l'autre. Et la tendance depuis quelques années, c'est à affecter des taxes à des dépenses, ce qui est évidemment mauvais. Et il faut que les collectivités fassent des arbitrages dans le total de leur budget. On met un peu plus pour les transports ou un peu moins par rapport à d'autres dépenses. Si on a le versement transport, c'est trop facile. On va le consacrer évidemment au transport, mais est-ce que l'arbitrage a été fait? La réponse est non. Alors, dernier point, François Goulard, il nous reste 3-4 minutes. Les PPP, donc on en a un peu parlé au début, vous dites dans le rapport qu'il ne faut pas les abandonner, il ne faut pas les éliminer, même s'ils ont aujourd'hui très mauvaise presse, et on estime que les coûts de maintenance dans bien des projets sont complètement minorés par rapport à la réalité. Pour les transports, vous pensez que ça reste un modèle d'actualité? Le PPP a une difficulté qui est purement conjoncturelle, c'est la difficulté des entreprises à mobiliser des crédits bancaires. Bon, les banques rechignent aujourd'hui à prêter sur le long terme pour des raisons de ratio de solvabilité. Bon, on peut espérer que ça disparaîtra, mais la formule est évidemment intéressante. Pourquoi? Parce que celui qui conçoit, qui réalise et qui entretient
quand c'est une personne unique, peut réaliser des gains considérables par rapport au système où on déconnecte la conception d'un côté, la réalisation de l'autre et la maintenance d'une troisième part. On le voit bien. Enfin, notre système de commande publique français, lui aussi, est totalement archaïque. Le fait pour une collectivité de faire un cahier des charges, d'avoir un concepteur, et puis ensuite quelqu'un qui réalise. Mais celui qui réalise n'a pas le droit de remettre en cause le cahier des charges initial. Oui, le PPP est une solution qui, techniquement, qui est plus intelligente que les autres formules de la commande publique. Alors, vous avez quand même vu que le gouvernement veut introduire un décret rendant obligatoire une étude portant sur l'ensemble des conséquences des opérations de PPP sur les finances publiques. Oui. Et est-ce que vous ne pensez quand même pas qu'il faut que ce soit mieux encadré pour qu'on n'ait pas des dérives qu'on a pu constater, peut-être moins dans les transports que dans d'autres domaines, je pense dans les hôpitaux, qui est qu'en gros, on privatise les gains et le cas échéant, on nationalise les pertes. Attendez, est-ce qu'on a regardé sur la commande publique en France s'il n'y avait pas des situations d'absurdité avérées. Le PPP peut être très mal employé. Si le donneur d'ordre s'y prend mal, effectivement, ça va être désastreux. Mais sur la ligne de TGV, jusqu'à Bordeaux ou celle de Rennes, là, pour les résultats sont excellents. Ça a un sens. Le premier PPP en matière ferroviaire a été fait, avant que les PPP soient généralisés en France, a été fait sur la ligne Perpignan-Figueras. Parce que c'est une ligne internationale. Avec des Espagnols. Avec des Espagnols. Eh bien, par rapport aux estimations initiales qu'on faisait avec les standards français, le coût est de 25% inférieur. Et donc vous êtes favorable au maintien des PPP sur la ligne de Bordeaux avec Vinci ou la ligne de Rennes avec Eiffage. Bien sûr, ce sont des solutions qui sont intelligentes parce que quand la même entreprise sait qu'elle aura à maintenir, elle conçoit les ouvrages différemment, plus intelligemment, et c'est donc une formule qui, en elle-même, est préférable. Bon, dans le rapport, vous évoquez aussi les péages. Vous pensez qu'ils sont inévitables aux entrées des villes. Alors, est-ce que vous pensez, pour conclure, que vous allez être entendu parce que vous êtes quand même assez à contre-courant aujourd'hui de ce qui est en vogue en matière de transport public des voyageurs, François Goulard? Nous sommes effectivement assez en décalage, vous avez tout à fait raison. Est-ce qu'on sera entendu? Je n'ai pas d'espoir à court terme. À court terme, sûrement pas. Enfin, il n'empêche que la maintenance est un sujet maintenant reconnu sur le ferroviaire. Elle le sera demain sur les routes. Le fait de prôner une augmentation de la tarification, à mon avis, il y a des oreilles qui entendront ce que nous disons. La remise en cause des grands projets du SNIT, c'est également en cours de route. Donc, un certain nombre de choses sont plutôt bien parties. Pas d'espoir, mais pas de désespoir non plus. Ce qui est utile dans ce genre de travail, c'est de semer pour l'avenir. C'est de se dire que, en répétant un certain nombre d'arguments qui sont, à mon avis, des arguments raisonnables, tôt ou tard, on arrivera à les faire prendre en compte. En tout cas, vous connaissez la formule, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Exactement. Merci à vous d'avoir été donc notre invité sur Xerfi Canal. Le rapport à lire sur le site de l'Institut Montaigne. Donc, quel avenir, quelle réforme pour le transport public dans notre pays. Merci d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui, François Goulard. Merci. Merci.